Il est difficile de s'imaginer qu'au milieu de cette forêt tropicale, a priori inhospitalière, une des plus brillantes cités mayas va élire domicile et devenir la capitale d'un puissant royaume. Après une lente évolution, les villages de quelques maisons ont laissé place à une vraie cité. D'abord modeste, elle est considérée comme une ville dès lors que des constructions monumentales y apparaissent. L'Acropole Nord, voici le plus ancien complexe monumental de Tikal. Édifié en -750 avant notre ère, il sert de nécropole royale. C'est un cimetière pour les chefs et les rois. La plateforme de l'Acropole Nord mesure 100 mètres par 80, soit 8000 mètres carrés. Et l'édifice s'élevait à plus de 40 mètres de haut. L'Acropole Nord est un complexe de plusieurs pyramides, toutes dotées d'un temple au sommet, qui vont se multiplier. Ce qui étonne le plus, ces monuments ont été construits à la seule force humaine, avec des outils simples. Les Mayas n'utilisaient ni roues, ni poulies, ni outils de métal, ni bêtes de somme, seulement des outils de pierre. Le sous-sol de Tikal, comme l'ensemble de la péninsule du Yucatan, c'est un vaste socle calcaire. Et ça a un avantage, effectivement, d'avoir ce genre de configuration, c'est que la matière première pour construire est très proche. Ils savaient quelle pierre utiliser, et notamment dans la région des basses terres. D'autre part, il est clair que si vous frappez du calcaire avec une pierre volcanique, la pierre volcanique sera capable de briser le calcaire. Les gens disent toujours, ils n'avaient pas la roue, ils n'avaient pas de métal. Ce n'est pas très important si vous êtes dans les plaines de la Mésopotamie. C'est super pour les chars, mais si vous marchez dans la jungle, vous verriez ça, c'est inutile. Et les routes dans la forêt tropicale sont très difficiles à entretenir. Ils n'avaient donc pas besoin de ces outils. Le haut de chaque pyramide présente généralement un temple dédié à des cultes. Mais sous ce dernier, à l'intérieur des pyramides, se cachent des tombes royales. Ces temples-pyramides sont des monuments funéraires qui renferment les sépultures des membres des dynasties se succédant à la tête de la cité. Dans l'univers maya, le culte des ancêtres est très important. Et le souverain pratiquant des rituels en présence des tombes royales légitimait son autorité sur ces sujets. Le roi était l'intermédiaire sacré entre la terre et les forces surnaturelles. D'ailleurs, les stèles au pied des pyramides, pour être visibles par tous, en témoignent. Hautes de 2 mètres et plus, elles nous racontent la vie des rois de Tikal. Y sont gravés les épisodes majeurs de leur règne, leurs victoires, mariages et décès. Mais quel fut le chemin parcouru par les stèles avant de se dresser dans l'espace sacré? Les Mayas extrayaient d'abord des blocs de calcaire des carrières locales. Ils creusaient des saignées dans la roche avec des haches de silex pour en délimiter les contours. Puis ils creusaient sous chaque bloc horizontalement afin de le décoller. Cette stèle de 3 mètres de long par plus d'1 mètre de large et 45 cm d'épaisseur devait peser plus d'1 tonne. Ce n'est qu'une fois sur place que les stèles étaient sculptées avec des ciseaux de silex et des maillets de bois. L'orientation des pyramides tient compte des directions cardinales. Le nord correspond au ciel, le sud à l'inframonde, le monde souterrain, le monde des morts. L'est au soleil levant, à la vie et à la renaissance. Et l'ouest à l'entrée dans la mort. Ce qui confirme l'importance primordiale du soleil et de son parcours, visible dans le ciel. Ces temples-pyramides où s'accomplissent les rituels sont caractéristiques de l'architecture monumentale maya. Chaque temple-pyramide se présente comme étant une espèce de montagne miniature. Et la montagne, c'est ce qui permet de se connecter au ciel, bien entendu. Et tout ce qui est caverne, trou,
dans le sol, c'est ce qui permet de se connecter à l'inframonde. Les cités et leurs rois rivaliseront pour ériger les temples les plus spectaculaires, autrement dit les plus capables d'impressionner les populations. Les pyramides faisaient partie du théâtre. Le rôle du roi était central. Et donc ce théâtre, dont il ne nous reste que les scènes, était absolument primordial. Et le roi était la star. Ces édifices monumentaux ont requis de fortes quantités d'ouvriers pour les bâtir. Comment, avec des outils sommaires, les Mayas ont-ils pu construire ces gigantesques monuments? Si vous étiez roi divin, et que 150 000 personnes vous vénèrent, il n'est pas difficile de dire « Et toi, tu vas passer le mois à sculpter cette courbe ». Le secret de tout cela, c'est le travail. Je pense que la société a toujours été étonnée de voir ces constructions énormes et magnifiques en pensant à la technologie utilisée par les Mayas. C'est vraiment une réalisation extraordinaire. Mais vous devez savoir que malgré la méconnaissance de la métallurgie, leurs instruments en pierre, leurs outils, leurs technologies et les techniques utilisées étaient suffisamment efficaces pour atteindre ce degré de complexité de construction, non seulement la complexité de la construction, mais aussi la beauté de ces bâtiments. À partir d'une plateforme sur une large base rectangulaire étaient édifiés des compartiments de pierre plus ou moins taillés, joints par un mortier fait de sable, d'argile et de chaux. Puis ces compartiments étaient remplis de gros cailloux, de remblais, de pierrailles et de terre, ce qui offrait une grande stabilité à la construction. Et c'est comme ça qu'ils y sont parvenus, en connaissant la dureté des pierres, les techniques de taille, d'abrasion et tout ce genre de choses qui leur ont permis de développer l'architecture qui nous émerveille tous aujourd'hui. Des centaines de milliers de pierres remplissent les soubassements pyramidaux de Tikal. Tout semble plein, lourd et massif. À chaque niveau de la pyramide, le même processus recommençait, ne laissant parfois au milieu qu'un espace vide pour y aménager une chambre funéraire. Ces pyramides témoignent du pouvoir des rois. Mais à Tikal, une particularité interpelle. Elles sont très élevées. De 40 à 65 mètres de haut, proche de la taille de Notre-Dame de Paris. Chaque roi voulait impressionner, mais comment réussir à faire mieux que le prédécesseur ? Il y avait une première pyramide, puis ils en construisaient une autre par-dessus. Beaucoup de ces pyramides sont comme des poupées russes, et cela rend la structure éternelle. Nous parlons d'une pression de plusieurs millions de tonnes. Autour de nous, toutes les sculptures, l'intégralité des bâtiments et les chaussées du centre urbain sont en pierre calcaire, faciles à extraire, à sculpter, mais fragiles. Comment ces constructions en pierre poreuse pourraient-elles défier les siècles? Les Mayas ont trouvé la solution en les protégeant d'un enduit plus ou moins épais, le stuc. L'intérêt de stuquer était double. En réalité, sur le stuc, on peint facilement, beaucoup plus facilement que sur la pierre. Et puis, deuxièmement, ça vous permet de lutter contre l'érosion des pierres. Cet enduit protecteur, facile à tailler et modeler, se prêtait aisément aux ornements décoratifs qu'il suffisait ensuite de peindre. Mais comment le stuc était-il fait? À partir du calcaire qu'ils trouvaient en abondance dans leur sous-sol, les Mayas le concassaient en petits morceaux. Une fosse remplie de bois était recouverte de calcaire, puis on le brûlait à 1000 degrés pendant plusieurs jours afin d'obtenir des fragments de chaux vive. Cette chaux était mélangée avec de l'eau avant d'y ajouter du sable très fin et d'obtenir ainsi une pâte de stuc. Le stuc n'était pas difficile à faire, mais il réclamait de grandes quantités de bois à brûler pour obtenir de la chaux à partir de pierres calcaires calcinées, des arbres hauts de 40 à 50 mètres qu'il fallait abattre avec de simples haches de pierre.
Seul un pouvoir fort était capable de mobiliser la main-d'œuvre nécessaire. Attirer des nouvelles populations a toujours été, dans la totalité de l'histoire du classique maya, un objectif essentiel pour tous les souverains. Parce que quand vous attirez du monde, vous attirez d'une part de la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, elle peut vous servir, elle va payer des tribus, et en même temps, elle peut construire cette main-d'œuvre. Au début de notre ère, les cités mayas sont une dizaine à rivaliser. Et parmi elles, Tikal compte briller. Ces pyramides sont un lieu de pouvoir où l'on offre du grand spectacle. Donc, vous devez l'imaginer comme une scène de théâtre, mais aussi comme un complexe. Les bâtiments, individuellement, n'ont aucun sens. Vous les mettez ensemble et c'est très impressionnant. Ces pyramides forment un centre de cérémonie, un noyau urbain où se rassemblaient tous les habitants à l'occasion de grands rituels qui liaient la communauté autour du souverain. Nous savons qu'ils descendaient ces immenses escaliers, les mains ensanglantées, après une offrande pratiquée un peu plus haut. Et ils descendaient ces gigantesques escaliers. La population se réunissait sur les places, en bas des pyramides, pour assister à ces rites et écouter les prédictions du souverain. Mais la population maya, essentiellement agricole, vivait dispersée. Comment les Mayas savaient-ils quand se réunir dans le centre urbain? Grâce aux astres. Les Mayas ont une conception du temps cyclique, fondée sur l'observation des astres. Ils considèrent que le passé, le présent et l'avenir sont liés et que seuls des rituels destinés à satisfaire les dieux, à des dates précises, permettent de prédire l'avenir. L'astronomie a ainsi conditionné l'existence de calendriers divinatoires, définissant les dates de ces rituels, vécus comme des rendez-vous obligatoires. Les Mayas avaient effectivement plusieurs calendriers. Ils avaient fondamentalement un calendrier solaire, 365 jours. Ils avaient aussi un calendrier rituel qui, lui, n'était pas lié directement au soleil puisqu'il était composé de 260 jours. Ils s'intéressaient à la combinaison des deux calendriers. Mais les Mayas, pour arriver à la précision du calendrier qu'ils ont créé, devaient avoir des connaissances astronomiques incroyables. Férus d'astronomie, les Mayas ont eu très tôt un centre sacré pour étudier la course des astres. Un groupe de pyramides monumentales, mythiques, appelé le Monde perdu. Ce groupe, situé au sud-ouest de l'Acropole Nord, est un second noyau de la cité des temps les plus anciens. Au centre du groupe, une pyramide de 30 mètres de haut et de 80 mètres de côté à sa base intrigue. Elle est au départ décorée de masques de jaguars en stuc qui vont par paires et présente des traces de couleur rouge principalement. Le rouge représente la couleur de l'Est, la couleur du levant. Elle célèbre la naissance du soleil et de la vie. La plupart de ces temples étaient peints en rouge, très brillants. Ils étaient donc très impressionnants. Les bâtiments mayas étaient en réalité polychromes. La palette de couleurs est immense. Nous la connaissons aujourd'hui grâce à des fragments de stuc récupérés sur plusieurs sites. Nous savons qu'il n'y avait pas seulement du rouge et du noir, mais aussi du pourpre, du rose, des ocres, des verts et des bleus. La raison pour laquelle nous les pensons rouges et noirs est que ces pigments se conservent le mieux. Au monde perdu, le sommet de cette pyramide à 4 escaliers est étrangement dépourvu de temple. Et pour quelle raison? Il s'agit d'une plateforme d'observation des astres, en particulier du Soleil.
Elle fait face, côté est, à 3 petites constructions reliées entre elles et alignées nord-sud. Ici, on pouvait assister au lever du soleil. Le soleil, dans l'angle gauche de la construction du nord, indiquait le solstice d'été, le 21 juin. Il apparaissait derrière celle du milieu aux équinoxes du printemps et de l'automne, et se levait dans l'angle droit de celle au sud, au solstice d'hiver, le 21 décembre. La course du Soleil, de la Lune, de Vénus, rien n'échappait aux prêtres mayas. Ces observations permettaient de définir les meilleures dates pour semer ou récolter. Ce qui fait plus peut-être la particularité maya, c'est que très tôt, et de plus en plus, ils ont associé les observations astronomiques à l'arithmétique, parce que c'était aussi des mathématiciens. Ils se permettaient de faire de la prédiction. On sait par exemple qu'ils prévoyaient des éclipses de tous ordres à des milliers d'années de distance. Et souvenez-vous que ce n'était qu'à l'œil nu, car ils n'avaient pas d'appareil optique, et à l'aide d'éléments d'architecture, comme le monde perdu, qui sont des marqueurs de solstice et d'équinoxe.